Alors, Auréa Mangin, on te remercie d'abord d'être parmi nous. C'est gentil, à toi plutôt. C'est moi qui te remercie. Nous allons parler de ton nouveau film. Oui. Un long métrage. Ouais. Déjà, elle est chez elle. Hein. Oui, Parce que moi, je vais chez moi, donc elle est chez elle. Bah oui, parce qu'elle vient de La Réunion, donc voilà. Elle est chez elle ici. Alors, Auréa, comment ça s'est passé l'histoire? Comment tu as pensé à l'histoire du film? Alors l'histoire du film, donc le film s'appelle Fornacis. Donc voilà, je suis actuellement en post-production, donc on vient de finir voilà une version très avancée du montage. Donc on a démarré le montage son là cette semaine. Parce qu'il faut savoir que moi je tourne en muet, donc il y a un énorme boulot après au son parce qu'on réinvente tout avec Nicolas Luquet, et puis on a fait le montage image avec Bruno Gauthier qui est mon monteur depuis très très longtemps. Toute mon équipe me suit depuis longtemps. L'histoire du film, elle n'est pas au départ, le point de départ il vient d'un deuil, donc voilà, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup, et en fait c'était au mois de mars dernier, et en fait au moment où j'ai appris la disparition de cette personne, je partais au jury d'un festival à Munich 2 jours après, donc j'ai pas pu annuler. Donc bien sûr, j'étais pas présente aux obsèques et tout ça, voilà. Du coup, durant ce festival en Allemagne où j'étais la seule française, j'étais entourée de 13 jurés allemands et autrichiens, donc j'étais la seule à parler français. Je me suis sentie quand même assez isolée, mais j'adore ce festival, donc c'est le Landshut Court Film Festival. Donc voilà, et pendant ces 10 jours en Allemagne, j'ai senti qu'il fallait que je refasse un film, parce que je fais pas souvent des films, enfin j'en fais tous les 2 ans. Tous les 2 ans et demi, je crois. Enfin, le dernier, c'était Adam Moaev, c'était en 2015. Et puis d'habitude, c'était des courts-métrages. C'était des courts-métrages, mais j'ai toujours dû couper. C'est-à-dire qu'Adam Moaev, il faisait 50 minutes, et pour rentrer dans la ligne du court-métrage, je l'ai coupé à 30. C'était hyper dur. Et puis celui-là, donc je l'ai écrit et on l'a tourné en Touraine fin août, début septembre, avec au casting Anna Danuzio, qui est juste merveilleuse. Voilà, elle apporte une folie totale au film, sa folie à elle, sa sensualité, enfin tout ce que j'aime chez une femme, elle l'a. Comment tu l'as rencontrée? J'ai fait un casting, mais moi je fais toujours je fais un casting, je rencontre des gens chez moi, et je les filme pendant que je leur fais du thé ou du café, on parle pendant 40 minutes, et voilà, et j'ai vu plusieurs comédiennes très différentes d'ailleurs, des blondes aux yeux bleus, des petites, des grandes, enfin voilà. Et puis voilà, parmi elles avaient toutes quelque chose, mais Anna avait ce supplément qui correspondait véritablement à, elle avait la sauvagerie en elle, cette espèce de chose indomptable qui peut peut-être faire peur a priori, mais qui moi en tout cas répondait à ma propre douleur, je pense. Et ensuite Emmanuel Bonamy, qui est exceptionnel, qui joue un rôle très important dedans, un homme, un bel homme fort comme ça, que j'ai emmené complètement dans de la fragilité totale. Et puis Philippe Naon, avec qui on a déjà collaboré 2 fois avant, donc on se connaît bien. Et donc voilà, donc le film s'est tourné, on a fini le tournage je crois mi-septembre, et ensuite j'ai attaqué une toute première version, tu vois, très vulgaire, on va dire, de l'ours, vraiment bout à bout, parce qu'après je suis partie 4 mois à La Réunion pour le festival, donc là je me mets au service des autres réalisateurs et des autres films, et donc je ne travaille pas pour moi, voilà. Alors on va parler du festival dans 2 semaines. Voilà. C'est la musique de ton film qu'on entend là. Ouais. Alors donc on a déjà eu un premier morceau en avant-première mondiale, on va dire. C'est très bizarre de l'écouter là, parce qu'effectivement pour l'instant il est jamais sorti de la salle de sound design, donc ça fait bizarre. Mais je le trouve très beau. En fait, le film c'est l'histoire d'amour de 2 femmes, en fait, une qui malheureusement est morte et l'autre qui doit traverser tout un pays pour répandre des cendres. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu, c'est un road movie fantastique, et c'est vrai que du coup cette musique, enfin voilà, mon compositeur Nicolas Luquet a proposé beaucoup de musique. Il y en a beaucoup dans le film, puisque le film dure 1h30 sans dialogue. Donc voilà, donc la musique est quelque part un dialogue qui est universel et qui vient compléter le dialogue charnel des corps aussi dans le film. Mais j'ai l'impression que quand tu avais commencé ton film et ton montage, tu savais pas que ça allait devenir un long métrage. Non, j'ai la sensation, tu vois, moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai la sensation d'avoir été en cloque sans le vouloir, mais finalement j'accepte le gosse, quoi, c'est un peu ça. Parce que je pensais faire un moyen métrage un court métrage qui s'est transformé en moyen, parce qu'on était à 55 minutes et il manquait encore plein de scènes à monter, et finalement, voilà, il s'est arrivé qu'avec mes 26 heures de rush, j'ai pondu cette espèce de chose
qui me ressemble un peu d'ailleurs. Mais ça, c'est un gros avantage maintenant de tourner en vidéo. On peut tourner autant qu'on veut. Et moi, je tourne beaucoup. Moi, je tourne jusqu'à l'épuisement total de mes acteurs et de mes équipes. C'est vrai, mais c'est pas du tout tortionnaire. Hein. C'est-à-dire que ça se fait dans. Mais c'est vrai que tant que les gens tiennent debout, je ne dis pas cut. Donc ça, on arrive à de la performance à un moment donné. Et un gros lâcher prise des acteurs, oui. parce que c'est ce qu'il faisait aussi Kubrick. En fait, il faisait beaucoup de prises jusqu'à ce que l'acteur en fait perde le contrôle. Parce que le problème avec beaucoup d'acteurs, c'est qu'ils veulent toujours contrôler ce qu'ils font. Ça fait partie de leur métier, hein, de préparer tout ça, le personnage, le rôle, les scènes en amont. Mais après, il faut réussir à justement lâcher prise et se lâcher dans le vide, sauter dans le vide et sans filet. Et après, on voit ce qui se passe. Mais en fait, c'est vrai que moi, les acteurs, le parti pris de toute façon, au départ, est très clair. C'est-à-dire que moi, j'ai un canevas qui est un scénario, mais qui n'est pas une bible en aucun cas. Et ensuite, c'est une aventure. Moi, je viens de l'art contemporain, donc du coup, je travaille comme une artiste qui fait de la performance. C'est-à-dire que je place un décor, on fait les éclairages, on a les caméras. Je suis très vigilante pour que les plans soient beaux, mais ensuite la caméra est au service de l'acteur. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout des acteurs qui préparent pas. De toute façon, ils ne peuvent pas préparer parce que en fait, je les emmène dans de l'improvisation totale, donc ils ne savent pas. Et c'est vrai que le casting pour moi est très important. C'est-à-dire que ce soit Anna, bon Philippe, il me connaissait bien, Anna Danuzio, Philippe Naon, mais Emmanuel Bonamy qui a accepté aussi ce challenge qui est pas évident parce que c'est aussi accepter de tourner quelque chose où on ne sait pas ce que ça va être, puisqu'il savait pas si c'était un court, un long, un moyen. Il ne savait pas pour la plupart du temps ce qu'il faisait dans la scène. Et ça, c'est ma marque de fabrique. Donc, c'est-à-dire que, mais maintenant, les gens le savent parce que ça fait plusieurs films que je fais. Donc, les gens le savent. Au début, c'était plus compliqué. J'avais des acteurs qui le prenaient très mal. Aujourd'hui, ça se sait. Et puis, moi, je pense que j'en parle mieux. Donc, je suis capable de dire à un acteur, attention, si tu viens avec moi, tu sais juste que tu viens. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que ce sera et on va aller loin parce que j'ai besoin d'aller loin. Donc je dois avoir des gens qui n'ont pas cette peur-là ou même peut-être que souvent les acteurs viennent quand ça arrive, ça correspond à un cheminement dans leur vie, j'ai remarqué, où ils ont envie de se prouver quelque chose, où ils ont envie de tester des choses et c'est vrai que voilà, moi j'aime les acteurs donc j'aime les emmener dans l'inconnu mais avec une grande bienveillance mais j'aime quand ça écorche, j'aime quand ça salit un peu parce je déteste le côté lisse et propre, j'ai du mal avec ça. Et toute ta culture, je dirais, de la peinture, de la sculpture, t'aides énormément je pense, pour filmer et d'avoir des images magnifiques, comme tu sais le faire. Mais contrairement à Alexandre, qui semble avoir justement une culture, enfin j'ai écouté deux, trois phrases là, mais qui a... C'est ce que tu veux dire. Non, mais t'as une culture, je pense, du cinéma fantastique, de cette tradition-là. Moi, j'ai grandi, j'ai été la première fois au cinéma, je crois que j'avais 16 ans, et j'ai grandi dans un milieu totalement investi par l'art contemporain, les performances et de l'art qui dérangeait à l'époque, qui était trash. Moi, à l'âge de, je sais pas, 6 ans, je posais nue avec de la viande sur moi. J'ai participé à des happenings depuis que je suis née, avec mon père, avec d'autres artistes. Donc, j'ai pas pour moi, j'ai choisi le cinéma comme j'aurais pu choisir la sculpture ou autre chose, mais le cinéma me permettait d'allier différents arts que j'aime, le costume, la lumière, le corps, mais le cinéma est une prise de risque dans ma façon de le faire. C'est une prise de risque totale puisqu'en plus je me mets en scène moi, c'est-à-dire que je me dévoile et je n'ai pas de tabou, mais ce que j'ai envie d'aller chercher, c'est j'ai pas envie de choquer, mais j'ai envie d'aller vers quelque chose où d'interroger les corps, d'interroger le mental de la société, parce que je trouve qu'on va vers des choses qui sont convenues et ça me bouleverse en fait. Et comme j'ai pas les mots pour écrire des bouquins, comme je fais pas de la politique, il fallait que je trouve ce truc-là. Mais mes films ne sont pas juste un scénario. C'est pour ça que certains n'aiment pas, parce que c'est pas juste une histoire, et je m'en fous de l'histoire d'ailleurs. J'adore Gabin, mais je trouve qu'il a plombé le cinéma en disant c'est quoi un bon film pour vous? C'est une histoire. Mais je me trucide. Parce qu'aujourd'hui, même si on peut dire, certains diront que mes films sont mauvais, qu'on comprend pas, mais je m'en fiche, parce que moi, ce que je veux, c'est réinventer les choses, essayer de les réinventer. Et quand on est dans des zones d'inconfort, ce qui est mon cas, je cherche. Chercher, ça veut pas dire trouver, ça veut pas dire chercher au bon endroit, mais ça veut dire chercher. Cette mentalité-là, ce que j'ai envie, c'est d'essayer d'explorer les choses. Et parfois, on s'écorche, parfois, on fait du mal même aux proches, parfois, on se bat et on dépense son propre fric, parce que mon film, je l'autoproduis.
Et à la fin, je sais pas, on est un espèce d'ovni que nous-mêmes, on sait pas trop tenir. Tu vois, ton gosse, tu sais pas trop, il a 4 pieds, 2 bras, 2 têtes, mais tu l'aimes quand même. Tu vas le montrer au monde, est-ce qu'on va le recevoir ou est-ce qu'on va lui cracher dessus? Mais ce qui m'intéresse, c'est de chercher. Et je cherche à m'entourer d'une équipe qui cherche avec moi et qui surtout n'a pas d'a priori et qui accepte de ne pas savoir. Parce que pour moi, on ne sait rien. Et tant qu'on ne sait rien, on est vivant et on est en état de posséder des choses, de le créer, de se réinventer, de se tromper. C'est hyper important de se tromper. On s'en fiche de faire un bon film. Il faut pouvoir oser les choses. Enfin, désolé, je suis passionnée, mais c'est vrai que c'est ma démarche. Voilà, comme mais ça. vous comprenez pourquoi on adore Aurélia qui vient nous parler ici sur MOE FM. C'est une passionnée comme on l'est tous, mais elle met sur papier et sur image toutes ses peurs et donc on est toujours impatient de voir ces nouvelles œuvres. Mais d'ailleurs, ce que tu viens de dire par rapport à ta façon de travailler, ça me fait penser à The Tree of Life de Terrence Malick. Mais j'adore. Qui est d'ailleurs un peintre à la base et qui, en fait, ce film, sincèrement, on s'en fout complètement de l'histoire parce que l'histoire, voilà, elle se résume en 3 mots, perte d'un être cher, 4. Mais sinon, le reste du film, c'est des images, c'est des trucs, tu te dis, mais pourquoi ça vient là, avec des images d'univers célestes, des volcans, enfin des coulées de lave. C'est vraiment incroyable, mais tu passes un bon moment. Mais moi, ça me touche énormément que tu dises ça, parce que Terrence Malick, pour moi, est quelqu'un, en tout cas, qui me donne espoir que je sois pas totalement folle, déjà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'ai un rapport, voilà, ça me fait du bien. Et c'est marrant parce que mes équipes, là, notamment mon monteur, je l'ai forcé, le pauvre, il aime pas Terrence Malick, et je l'ai forcé à regarder Night of Cup. C'était hyper important pour qu'il comprenne justement vers où on allait dans le montage, parce que moi je m'en fiche du raccord, tu vois. Dans mon film, la fille elle a les lunettes de soleil, la nuit, le plan d'après elle les a plus, le plan d'après elle les a, enfin on n'est pas dans cette logique, réalité, voilà, c'est ça. Et pour moi c'est très important, et c'est marrant parce que mon chef opérateur, mon directeur photo, Nicolas Bordier, lui connaît bien aussi le cinéma de Terrence Malick, et quand on travaillait sur le film, il me disait bon, il faut vraiment que qu'il se nourrisse de ça pour comprendre cette espèce d'ésotérisme et la gratuité. Parce que moi je crois que en fait c'est vrai que c'est compliqué de dire ça, notamment moi je peux me permettre de le dire parce que j'autoproduis mon film. Je comprends que quand on a un producteur derrière c'est plus compliqué, le mec il s'en fout de ta gratuité, de la création, mais je crois qu'à un moment donné l'art doit avoir cette dimension de la gratuité, c'est-à-dire la gratuité de l'acte, hein, du geste. Mais pas de la gratuité futile, la gratuité avec derrière celui qui le fait une implication totale, absolue, qui fait que si tu ne le fais pas, tu meurs à l'intérieur. Un don. Ouais. Tu fais un don. Oui, c'est exactement ça, mais un don qui est pas non plus que dans la générosité, c'est un don de survie, je dirais. Et c'est un acte, voilà, dans cette espèce de souffle comme ça. Et moi, j'aime justement, moi, il n'y a rien qui m'emmène plus que quand à un moment donné, dans un film, on ne sait pas pourquoi. Hein, on ne sait pas pourquoi. Et ça fait tellement du bien. Je déteste la route là, marquée, quoi, où on sait le feu rouge, stop, tu tournes à droite, t'as un rond-point, ok. Et qu'est-ce que ça fait si on nous jette quelque part où on ne sait pas? C'est tellement bon, surtout à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on nous envoie. On ne sait même plus si on aime ou si on n'aime pas, si on est complètement lobotomisé ou quoi. Et je trouve que c'est intéressant d'être perdu. Et moi, j'adore les metteurs en scène qui me perdent. Même des fois qui peuvent me déranger sur le moment. Il me faut des fois plusieurs jours avant de savoir si j'ai aimé un film ou pas. Mais ça me fait du bien d'être perdu. Je déteste les zones de confort en général. Donc t'aimes bien tout ce qui est un peu différent? Oui, différent, je sais pas. En tout cas, qui tente. J'aime bien les expériences. Voilà. Ouais. T'aimes pas la routine alors? Un peu de mal. Ce qui est tracé, tout ça, quoi. Ce qui est tracé, linéaire, c'est pas ton truc. Non, je suis pas fan. Enfin, en même temps, je me lève toujours à la même heure, pas avant midi. Je bois mon café noir. Voilà, non, il y a des éléments de routine. Mais ce que je trouve intéressant, c'est par exemple, il y a la semaine dernière, j'ai vu Sayonara. Je connaissais pas ce réalisateur. Je suis sortie du film, je me suis dit bon, il y a quand même des moments où je me suis ennuyée. Mais à quel moment finalement l'ennui n'est pas positif? C'est-à-dire que je ne sais pas. J'ai rarement un point de vue tranché en sortant d'un film qui me... Voilà, et tu peux changer d'avis, non? Et je change d'avis, beaucoup. Oui, bien sûr. Je peux dire, je déteste le temps d'arriver au métro, mais j'adore. Bon, on peut se dire, bon, putain, elle est un peu lunatique, la fille. Non, mais c'est-à-dire que c'est différentes couches du corps, quoi. Non? Enfin, je sais pas.
qui sont atteints. Le temps d'ingurgiter les éléments, et tu découvres et tu comprends au fur et à mesure, et il y a tout un processus en fait une fois que tu as vu un film pour le digérer. Oui, de gestation, et c'est ça qui est bon. L'art est fort à partir du moment où on prend du temps, et même des fois quand on se sent agressé, ce que je trouve intéressant, souvent les gens, voilà, il y a ceux qui, quand ils voient mon travail, des fois il y a des gens qui me prennent dans leurs bras, alors c'est trop bizarre, bon je les connais pas, puis il y a des gens qui détestent, mais la personne qui me prend dans ses bras, autant que la personne qui va détester, qui va être vindicative, un peu méchante, m'intéresse, parce que dans les deux cas il y a quelque chose qui se passe. Cette chose-là est hyper intéressante. Ça veut pas dire que moi je suis une bonne sœur et que vas-y insulte-moi, je vais t'adorer. Non. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de provoquer quelque chose. Et même de provoquer presque l'incompréhension, c'est déjà provoquer quelque chose. C'est déjà exister. Bien sûr. Ce qui est le plus dérangeant pour moi, de mon point de vue, c'est quand je vais voir un film et que le film me laisse complètement indifférente. Ça, je déteste. Moi aussi, j'ai du mal. Ce que tu veux, c'est que les spectateurs, quand ils voient ton film, qu'il y ait une réaction positive ou négative. Mais c'est ce que je veux quand moi, en tant que spectateur, je vais voir un film. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, je prends par exemple Under the Skin, je vais le voir, vraiment, j'ai l'impression que j'étais... bien, j'espère. Oui, j'ai adoré. Bon. J'ai l'impression d'avoir été foudroyée par la foudre, sans pouvoir expliquer comment, pourquoi. Alors souvent on me dit mais t'as aimé, mais qu'est-ce que t'as compris? Mais en fait c'est marrant, peut-être parce que je viens de l'art contemporain. C'est l'histoire de la petite sirène un peu. Hein. C'est quand même facile. Moi je comprends pas les gens qui disent on comprend rien Under the Skin. C'est une histoire très simple, c'est un conte de fées en fait. Et même si on comprend pas, je trouve ça beau. Non mais moi je trouve ça beau parce que l'art justement, moi mon père m'a toujours expliqué quand les gens venaient visiter le musée et qu'ils comprenaient pas, qu'en fin de compte comprendre, aimer ou ne pas aimer, et comprendre ou ne pas comprendre sont hors du débat. On s'en fiche. Donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que je ressens, et en fait peut-être que c'est français aussi, mais on a ce besoin de comprendre pour aimer. Et moi je crois que quand je tombe amoureuse de quelqu'un ou de quelque chose, c'est justement parce que je le comprends pas. Donc j'aime ne pas comprendre, et je trouve ça intéressant. Parce que tu veux le découvrir en fait. Parce qu'il y a quelque chose à gratter, il y a quelque chose qui chamboule, et ne pas comprendre quelque chose, est-ce que finalement c'est ne pas se comprendre soi-même? Il y a un effet miroir de toute façon. Toujours. Alors, quand sera après le film? Alors, quand sera après le film? Donc là, je pense que j'ai 3 mois de montage son. Donc voilà, c'est une phase qui est la plus douloureuse pour moi. Il y a Nicolas Duquet, je pense qu'il nous écoute, alors il va trouver ça dur, mais lui c'est vraiment son métier, donc il a ce rapport, il peut écouter le même son, je sais pas, 400 fois dans la journée pour savoir si le son du souffle c'est le bon son. Bon voilà, pour moi c'est assez fastidieux, je suis un peu déconcentrée parfois, donc il me rappelle à l'ordre, mais c'est une phase qui est compliquée parce que voilà, moi j'ai les yeux mais j'ai pas forcément les oreilles quoi. Donc voilà. Et ensuite je pense que entre cette phase là, on aura une première ou une deuxième monture du son, je retournerai en montage pour faire vraiment un petit ajustement, tu sais que je suis assez perfectionniste. Oui. Et ensuite je pars pour 2 mois je pense une session entre 1 mois et demi ou 2 mois d'étalonnage, même si l'image est magnifique, et ça je vais le faire avec mon étalonneur qui est à Prague, donc ça serait pas mal parce que ça me permettra de sortir un peu de Paris. C'est pour ça qu'on t'adore, hein, parce que t'es perfectionniste. Un peu trop. Ouais, mais c'est ça, la marque de qualité. MOIFM. Donc le perfectionnisme. Absolument. Et puis ce qui est un peu dommage pour toi, c'est qu'on voit pas beaucoup de tes œuvres. On voit quelque chose sur YouTube. On voit pas grand chose, je suis une phobique. Ouais, non, je sais. Mais oui, parce que j'ai cherché, puis non, on voit rien. Non, on voit les teasers. C'est vrai que quand des fois on voit un film, c'est que c'est pas moi qui l'ai mis, donc je suis en colère. Tu n'as pas de lien Vimeo. Et j'ai des liens privés, mais vraiment, alors il faut m'envoyer un mail, il faut, Patrick, c'est comme ça qu'on se connaissait pas, c'est comme ça qu'il m'a connu au brun, il m'a écrit un mail, je devais quitter. Et c'est qui celui-là? Pourquoi? Non mais c'est vrai que j'ai du mal à tout balancer comme ça, peut-être parce que déjà moi j'ai un rapport à la création qui est complexe, voilà, j'ai envie de choisir, limite j'aimerais bien choisir mes spectateurs, c'est horrible, hein, les choisir. Voilà, bon bref. Non, parce que ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui va me toucher, à qui j'aurais envie de donner, donc c'est pas élitiste, mais en tout cas ouais, c'est l'humain. Et c'est vrai qu'en tout cas le balancer sur internet ça me saoule. Donc voilà, donc il y a des liens privés, puis ils ont beaucoup tourné en festival. Adam Moev, il a fait 27 sélections en compétition à l'étranger, donc c'était énorme. Donc moi je l'ai accompagné partout, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et puis là le prochain surtout, je vais chercher un distributeur. Donc là en plus ça va être compliqué parce que j'imagine que mon univers est pas non plus le truc le plus facile à vendre, mais en même temps ce qui est bien c'est que le mec il l'a pas produit quoi, c'est moi qui l'ai produit, donc là il arrive avec le bébé clé en main, et c'est ça l'idée, c'est de trouver un distributeur, même si c'est une toute petite sortie, mais pour réussir à effectivement le montrer, parce que je crois que c'est un film qui sera pas honteux.
Moi, c'est ça surtout qui compte. Après, je suis toujours étonnée par les réalisateurs qui veulent faire un film, qui l'ont des fois même pas tourné, qui disent ça va être génial. Non, moi je sais pas. Et puis je le sais quand un film est bon, je le sais même quand ça fait déjà 2 ans que je l'ai fini, quoi, et que quand je le regarde ou quand il y a une certaine forme de truc. Mais en tout cas, il sera pas honteux. C'est-à-dire qu'il est pas, il a le mérite d'exister. Et je trouve qu'à l'heure actuelle où beaucoup de réalisateurs n'osent pas faire de films parce que voilà, si on n'a pas un producteur, si on n'a pas le CNC, enfin il y a tellement de raisons pour ne pas faire un film, et moi j'ai envie de donner des raisons aux gens pour les faire. Mais est-ce que toi, quand tu revois tes films, est-ce que tu changes d'avis? Moi j'ai un rapport compliqué à mes films parce que déjà je joue dedans, donc je me pignole pas en les regardant, je les regarde très rarement. Je les regarde quand je suis en festival parce que j'ai pas le choix. Les premières diffusions je les regarde pas, c'est-à-dire que je vais au festival mais je n'assiste pas, enfin je suis là pour répondre aux questions mais je n'assiste pas à la projection, c'est ça? Non, mais je suis malade. Mais est-ce que tu assistes à la fin? Est-ce que tu viens juste à la fin pour voir un peu la réaction du public? Je viens pour répondre aux questions et toujours j'accepte toutes les questions. Mais c'est vrai que je suis pas une grande courageuse dans la salle. Je reste pas. Si je peux ne pas rester, je reste pas. Et puis c'est un moment. Je sais que dans mon rêve, ça faisait déjà 8 mois qu'on était en festival, on était à Londres, et c'est dingue parce que ça y est, j'en avais fait plein et ça s'était bien passé. Là, j'ai commencé à distribuer des pop-corns. C'est un festival underground dans un lieu magnifique, un musée incroyable, et ils distribuent des pop-corns et je me suis surprise en train de bouffer des pop-corns devant mon film. Et là, j'étais heureuse parce que je me suis dit finalement, c'est plus ton film parce qu'il y a cette espèce de lâcher prise. Mais après, non, je me les regarde pas. Même souvent j'oublie, parce que le montage est quand même onérique, donc j'oublie. Parce que c'est compliqué quand même tes courts-métrages à réaliser, à monter, vu que tu es perfectionniste. Ça me prend 9 mois à chaque fois, et là comme c'est un long, ça prendra peut-être un peu plus, mais et puis en plus avec cette coupure chaque année où je vais au festival et où du coup c'est pas évident, Mais là ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on comprend un peu mieux parce que j'ai eu le temps, en fait j'ai pas coupé dans l'histoire, donc j'ai 1h30, on a le temps d'installer les personnages, et ce que je crois qui est assez ce qui me plaît en tout cas à l'heure actuelle du film, c'est vraiment le jeu de mes acteurs, je les trouve vraiment bien, et puis la direction artistique que j'ai mis, parce que j'ai fait les décors moi-même, et j'ai tout choisi, de la peinture au tissu aux coiffures, aux costumes, enfin tout quoi, et du coup l'équipe s'est complètement mise dans cette vision-là. On a une équipe soudée et hyper talentueuse, et moi mon mot d'ordre c'est de dire, que ce soit la maquilleuse, le directeur photo, le monteur, enfin c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on t'interdit de faire ailleurs, eh ben on va le faire là. Donc c'est ça en fait, je suis guidée par la liberté, mais pas que la mienne. C'est que je suis pas quelqu'un qui veille jalousement à sa liberté propre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde sur mon tournage soit libre. Ça veut pas dire, tu vois, une cacophonie. Parce qu'en plus, tu acceptes comme les conseils des acteurs, etc. Ben, par exemple, là, Emmanuel Bonamy, qui interprète un personnage qui s'appelle Wolf, qui a un rôle très important dans le film. Emmanuel est arrivé avec une proposition qui était pas du tout celle auquel je m'attendais. Il devait faire un mec un peu rustique, comme ça, un peu violent. Il y avait une scène de violence vraiment où il tabassait une nana avant de coucher avec elle. Enfin, c'était assez violent. Et je sais pas pourquoi. Enfin, moi, comme je disais, je parle à mes acteurs tout au long des prises, et il s'est mis en fait à pleurer. Et c'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il devait la tabasser, il se met à pleurer en fumant sa cigarette. Et peut-être que d'autres metteurs en scène auraient coupé. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, et ça a déterminé. C'était la première séquence qu'on tournait. Ça a déterminé son personnage, qui finalement était tout en fêlure, et c'était d'autant plus intéressant que c'est un homme qui est très masculin. Et il a amené cette fêlure-là qui a été absolument, je pense, bien, vraiment judicieuse pour le film, l'a emmené ailleurs, a emmené le rapport homme-femme bien plus loin que ce qui était prévu au départ. Et je crois qu'être un metteur en scène, c'est aussi savoir prendre les accidents que te proposent tes acteurs. Et Anna, c'est pareil. Anna, elle est arrivée, on a travaillé ensemble, et puis Anna Danuzio, elle a proposé un espèce de personnage animal, félin, sauvage. Elle avait déjà des indications de ça dans son costume que j'avais préparé, mais ça a été magnifique, et elle est arrivée avec sa personnalité. Et pour moi, un acteur, c'est pas quelqu'un qui sait tout jouer. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai choisi moi. Je choisis une personnalité. Quelqu'un où je me dis, cette personne correspond à, mettons, 70% au personnage que j'ai écrit, il y a 30% que c'est lui, et c'est ce truc-là que j'ai pas. Et ce truc-là, quand la personne me le donne, c'est tellement un cadeau, c'est tellement précieux. Et pour moi, les acteurs sont des choses comme ça, un peu fragiles, et d'autant plus quand ils viennent dans un univers comme le mien où rien n'est garanti. Et en plus, là, comme c'était autoproduit, enfin, je veux dire, tout le monde ils sont venus gratos, et ils ont mouillé la chemise, et c'était incroyable. Enfin, voilà.
On adore dans Ciné Forever les passionnés comme Aurélia. Alors, moi j'avais une question, donc elle est plutôt pas réalisatrice mais compositeur. Parce que tu composes par rapport à la personne aussi qui est en face de toi et qui montre une autre palette de sa personnalité grâce à l'écriture que tu as fait du personnage, et au fur et à mesure il compose avec cela. Mais mon film, c'est que ça, parce que d'abord c'est ça, et ensuite il y a la deuxième partie du film qui vient le montage, où avec Bruno Gauthier on travaille pendant des mois et on compose aussi. C'est-à-dire que le film monté ne ressemble absolument pas, ou très rarement, au film écrit aussi. C'est-à-dire qu'au montage, je détourne les personnages, je détourne les ambiances, c'est un puzzle que je déconstruis, et j'adore la déconstruction. Mais je crois que on est un réalisateur, t'es un peu un chef. En tout cas, moi, je suis comme un chef d'orchestre et je prends tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire prendre une espèce d'osmose là et d'installer un climat qui permet, qui suit depuis le premier jour de prépa où je suis toute seule et où j'écris et où je prépare jusqu'au dernier jour de post-production. Et l'idée, c'est d'instaurer, de passer ce souffle qui est un souffle intime de la préparation, ensuite à mes acteurs, ensuite à la post-production, et de garder ce souffle jusqu'au bout. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué quand on est réalisateur, c'est que le schéma est long, on est dans la durée, dans le temps, et c'est de réussir à garder cette espèce de pureté de ce qu'on a à l'intérieur jusqu'au bout, et pas écouter trop les médisances ou les contraintes et tu vois, là je pense pas tiens, j'ai pas de distributeur, comment je vais faire? Si je pense à ça aujourd'hui, le film, je vais lui mettre du poison dans les veines. Et pour moi, un film, c'est avant tout un être humain qui vit, qui grandit, et il faut essayer de le préserver jusqu'au moment où il est assez solide et où tu le donnes. Et là, quand tu le donnes, il a les armes tout seul, le film, pour se défendre. Mais tant qu'il est en gestation, tu dois le préserver. Tu dois donc, toi, veiller jalousement. C'est pour ça que c'est vrai que je mets pas de photos sur Facebook. Je parle pas beaucoup. C'est pour ça que même quand tu m'as proposé de venir en parler, j'ai réfléchi avant de... Et qu'est-ce qui t'a décidé pour venir ici, nous en parler? Ce qui m'a décidé, c'est que j'ai attaqué le montage son, donc du coup j'étais sûre déjà que le film fasse 1h30. Je crois qu'il fallait aussi, je l'ai fait aussi pour mes acteurs, parce que j'avais envie de leur dire, bon ben voilà, le film il avance, il en est là, et puis aussi c'est ta personnalité, parce que t'es bienveillant envers moi, t'as toujours été, j'aime les hommes doux, et t'es extrêmement doux, donc moi quand un homme doux m'invite chez lui, j'ai envie de dire ok, quoi. C'est sympa. Belle déclaration. Merci beaucoup, Aurélien. Tu veux parler d'une exposition? Oui, mais oui, on parlait du corps et des Bogdanov tout à l'heure, ça m'a fait de leur intervention chirurgicale, esthétique, enfin voilà. On sait pas, Oui, on sait pas. Bon, voilà. En tout cas, moi, je voulais faire un petit focus sur une artiste que je trouve absolument, c'est une pionnière. Elle s'appelle Orlan. C'est une artiste complète, totale. C'est-à-dire qu'elle a une soixantaine d'années. Elle est connue internationalement, enfin à l'étranger, en France. Et c'est une figure d'avant-garde, parce que dans les années 70 déjà, elle faisait des performances qui choquaient à l'époque, voilà, où elle notamment elle passait dans les musées, dans les foires d'art, et elle stridait 5 francs le baiser, et alors du coup elle vendait ses baisers comme ça. C'est une dame qui est incroyable, parce qu'elle travaille sur le corps féminin depuis qu'elle a démarré, sur la nudité, sur le désir, et c'est une vraie féministe. Et qui justement en ce moment il y a une rétrospective à la maison, alors il faut pas que j'écorche, à la Maison européenne de la photographie, c'est jusqu'au 18 juin, moi je l'ai pas encore vu mais je dois absolument y aller, et c'est énorme parce qu'on revient sur le parcours artistique de cette femme qui a mis son corps en scène, et qui a été parce que moi je crois à l'engagement, je crois qu'aujourd'hui un artiste doit s'engager corporellement dans son œuvre, et elle a été jusqu'à en fait mettre en scène des opérations esthétiques où elle s'est fait, voilà, où elle met toute la salle d'opération, elle la transforme, par exemple, elle se fait habiller par des couturiers, tous les médecins et tout ça, mais c'est en direct, bien avant qu'il y ait les webcams et internet. Et Orlan, comme ça, se faisait des opérations, c'était au moment, parce qu'elle a vécu aux USA, et elle a vécu l'arrivée en fait de la chirurgie esthétique, mais pour ressembler à Barbie. Et elle, ce qu'elle a utilisé, c'est son corps jusqu'à se mettre en danger et recréer son faciès. C'est une femme qui est magnifique, et qui a créé justement, je sais pas, elle se faisait implanter, tu vois, des boules au niveau du front, elle déformait son visage, elle faisait tout ça, et elle a investi son corps jusqu'à la chirurgie, comme ça, en filmant. Donc les choses étaient filmées en direct, il y avait des photos de
ces blocs opératoires. Et je trouve ça incroyable, c'est de la performance, et elle interroge sur le désir, elle interroge sur le corps, elle interroge sur la nudité, sur la sexualité, sur notre espèce d'esprit complètement fermé, et sur le rapport que les femmes ont à leur propre corps, qui souvent est dicté finalement par l'image que nous renvoient les hommes et le besoin de séduire. Et voilà, donc c'est une dame qui a explosé justement tous ces critères presque, c'est casier, elle est hors case d'ailleurs, et je crois que, en tout cas moi je m'inspire toujours de différentes formes d'art pour faire mes films. Je vais à l'opéra, je vois beaucoup d'expos, et je suis inspirée par des femmes qui se sont mis en danger, parce que ces femmes-là sont plus que des artistes, ce sont des femmes qui permettent, une dame comme Orlan permet en fait à des femmes comme moi d'exister aujourd'hui, et à des générations encore plus jeunes d'exister, d'oser se mettre en danger pour dire quelque chose, pour dénoncer. Je crois que c'est important. Donc c'est jusqu'au 18 juin l'exposition rétrospective d'Orlan à la Maison européenne de la photographie. Voilà, vous avez un mois pour y aller. Alors vous comprenez pourquoi, après ces longues questions et le partage de sa passion, que Aurélia Mangin sera là avec nous toutes les 2 semaines dans Ciné Forever. Elle nous rejoint et on est très heureux de l'accueillir parmi nous. Tu devais pas le dire, ça. Tu devais attendre que je me sente en forme pour le dire. Et après ce que j'ai entendu, je pense que tu es en pleine forme. Ah ouais. Ça, c'est toi qui le dis. Et nous allons passer un deuxième morceau de musique de ton film. Ouais, qui s'appelle Frida 80. Donc comme je disais, c'est un road movie, et ça c'est un des morceaux qui est scandé durant plusieurs parties de sessions de route, où j'ai eu la chance de tourner avec des bagnoles de collection de ouf, parce qu'il y en a plusieurs dans le film. Et tu adores ça, les voitures? Oui, j'adore les voitures anciennes. Et ça, c'est une Facel Vega décapotable Bordeaux qui est juste sublime. Très difficile à conduire, je l'ai conduit, hyper compliqué à conduire, surtout avec des caméras partout à l'intérieur, mais elle est magnifique. Et voilà, c'est Frida 80, toujours composée par Luquet. Voilà, allons écouter ce morceau.